Bagareuses, bonsoir, bienvenue au Bar des légendes. Et ce soir, invité exceptionnel. Ça fait un plaisir de te recevoir, Benoît. Bonsoir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci Benoît. Bonsoir Jeep. Bonsoir Juji. On t'oublie pas. Non, surtout pas. Avant de parler un peu de toi et de te titiller sur la bagarre, effectivement, et tout ce qu'on aimerait savoir, te représenter rapidement, 2 mots pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu as 26 ans, combattant pro MMA. Donc 26 ans, ça veut dire que quand sortait l'album de Supreme NTM, tu avais que 3 ans. Mais c'est quand même cette musique que tu as adoptée pour ton entrée dans l'UFC. Ouais. Et ça, tu nous fais kiffer. Ah bah ouais, mais ça c'est mon oncle du côté de ma mère qui D'accord. s'appelle Romain, qui était un grand fan. D'accord. Donc j'ai écouté quand j'étais gosse. Mm. Et voilà, c'est une style, forcément. Et ça match très très bien. Exactement. Je les verrais bien faire tu vois, l'entrée en live sur un grand événement. J'en ai sur un rêvé. poste Mais pareil. malheureusement, l'UFC, je crois que c'est devenu un truc un peu tabou, ça, les entrées. Oui, déjà, je crois qu'ils ont banni les drapeaux. Ouais, ils apparemment, ont banni les drapeaux et ça, je crois que ça fait longtemps que c'est banni. Quoi Ça fait longtemps que j'ai pas vu d'artiste. Pas de drapeau algérien pour mes potes là? Et ouais, le drapeau, un drapeau banni, ouais. Next. Donc, enfance déjà très très déterminée parce qu'après 8 ans de judo, à 16 ans, il y en a qui rêvent d'acheter un scooter, de passer le permis ou de bac. Toi, tu rêvais déjà d'entrer dans l'armée. Tu arrêtes le judo pour ne pas te blesser, pour passer les sélections et pour entrer dans l'armée. Ouais, exactement. Bon, après, je m'étais déjà bien blessé. Bah, c'est ça. Mais ouais, également pour ça, parce que je le pratiquais en loisir. C'est un club correct de loisirs, mais comme je faisais de la compétition et que c'était un club plus orienté pour le loisir, D'accord. les préparatifs n'étaient pas du tout bons. C'était pas adapté pour Le la coaching compète, à l'époque, ouais. c'était genre cette semaine, tu manges qu'une pomme par jour. Le coaching qu'il ne faut pas faire. Ça n'allait pas du tout. Ouais. Même si ça a été un premier amour, le judo, à une certaine époque, j'ai vraiment adoré. Maintenant, la complexité des règles et l'ensemble des règles qui régissent le judo ont fait que j'ai un petit peu décroché un peu plus tard. Je suis quand même allé jusqu'à la black belt, ça m'a plu. Parce que Donc ça me fait plaisait une quand bonne même base un après peu. pour, Je faisais ma séance une fois par semaine ou 2 par semaine. Et voilà, et après, c'était les forces spéciales qui m'ont intéressé. Dès l'âge de 14-15 ans, je savais que je voulais faire ça. D'accord. Ouais, donc, Et donc, je me suis engagé vachement tôt. Grosse détermination. Effectivement, donc tu intègres les forces spéciales et tu as dû faire des stages à la SNEC. Et on ne parle pas de la SNEC Team de Cyril Diabaté, on parle de la SNEC. Et du coup, première question, elle était comment cette sardine crue à avaler? Alors moi, j'ai pas eu une sardine crue. Moi, j'ai eu une dorade crue parce qu'il n'y avait plus de. C'est plus balèze encore. C'est énorme. Plus balèze. Et il a fallu bouffer la tête crue et tout parce qu'en fait, la sardine crue, il n'y avait plus de sardines chez le poissonnier. Donc on s'est tapé la dorade crue. Je me rappelle, il y en a qui vomissaient leur poisson Forcément. sur le truc parce que la tête crue avec les dents, c'était quand même. Mais bon, après, c'était un truc, c'était plus rigolo qu'autre chose. Mais ouais, et alors le snake, j'aurais adoré le faire. Moi, je fais partie des dernières générations où tout le stage commando, il était en interne à Bayonne. D'accord. Donc maintenant, aujourd'hui, je sais qu'ils font 2 semaines, au premier PMA, ils font 2 semaines à Bayonne et 2 semaines là-bas pour avoir un truc un peu plus universel. Mais c'est exactement les mêmes textes et le même savoir-faire qui est enseigné. Sauf qu'au lieu d'être fait au Snake, c'est fait dans les Pyrénées, autour de Bayonne et dans les montagnes basques. Top. Même chose, même tradition, les poissons, les parcours de tic, les parcours de das, on se régale. On se régale. le niveau du vent. Tu es maintenant combattant pro à l'UFC 9-1, mais tu n'as pas toujours connu le luxe, on va dire, et le confort des salles d'échauffement, notamment d'avant-combat. Non, il paraît que en Roumanie, on nous a narré cette fameuse histoire. En Roumanie, c'est pour le Brave. Et là, tu t'entraînes, on te chauffe avec ton coach, qui est toujours le même depuis tes débuts, Daniel. Et tu as failli quand même le mettre un petit KO à Daniel. Ouais, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez la scène de. Je ne sais plus lequel Batman c'est, où tu as Batman qui débarque dans la boîte de nuit et en fait on voit les lumières qui s'allument et qui s'éteignent. Oui, et à chaque fois il tape un mec différent. Ouais. Et en fait c'était un peu ça, mais avec les pattes d'ours de Daniel. Parce qu'en fait il y avait une ambiance de boîte de nuit et on s'entraînait, je me rappelle, c'était un peu comme
les galets du violil là, au sol là. Wow. Et tu avais ça au sol, donc on pouvait pas faire absolument pas de lutte et tout pour s'échauffer. Et on était dégoûtés quoi. On s'entraînait là. Et donc moi j'essayais de pas me foutre un orteil à l'intérieur des trous des galets là. Et Daniel il essayait de voir où il mettait ses pattes pour pas se prendre un overhand. Alors tous ceux qui disent que Daniel il a juste tenu les pattes d'ours, c'est quand même sport parce que quand un Benoît ça te dit qu'il s'échauffe pour un combat, ça doit être quelque pour chose. Le coup celui-là c'est vrai que c'était cet échauffement là il était particulier. Il n'y avait pas vraiment d'échauffement. C'était un peu là. Et d'ailleurs, on peut rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que voilà, tu viens de dire Daniel n'est pas un gars qui tient des pattes d'ours. Eh ben non, ce n'est pas qu'un gars qui tient des pattes d'ours, parce qu'aujourd'hui, avec la médiatisation, les réseaux, etc., il y a beaucoup de choses qui se disent positivement, parce qu'il y a du positif dans les réseaux sociaux, ça te permet d'avoir des followers. Ce qui dit followers dit sponsoring, parce que plus il y a de gens qui te suivent, plus tu risques d'avoir la chance d'avoir un sponsor. Donc c'est peut-être important aussi d'être médiatisé par les réseaux. Comment tu vis toi cette médiatisation par les réseaux, par les médias spécialisés, par le média plus généraliste je pense que bien sûr elle est bonne. En fait, il faut savoir une chose, c'est que surtout chez les combattants, c'est encore plus vrai que dans les autres sports, je pense. C'est qu'il n'y a pas que les gens qui veulent te voir gagner, qui vont te faire rapporter de l'argent à l'UFC indirectement. Il y a aussi tous les gens qui le détestent. On le voit avec des personnages comme Covington qui joue le méchant, les gens payent pour le voir perdre, sauf qu'il gagne. Et ça les enrage et du coup ils repayent encore plus cher pour essayer de le voir perdre. Et c'est une carte qui existe, qui est jouée régulièrement par les combattants. Et donc il faut arriver un peu à se détacher de tout ça. Mais bien sûr les médias c'est important, la visibilité c'est important. Parce qu'un combattant, une organisation comme l'UFC considère, en fait, s'il y a tous ces débats autour des salaires, etc., c'est que effectivement, c'est pas très bien payé, mais l'UFC considère que grâce à la visibilité qu'il t'octroie, t'apporte une visibilité tu dois te débrouiller pour avoir les sponsoring adéquats pour en faire ton métier. Et c'est vrai que l'UFC m'a fait passer un bon palier en sponsoring et j'espère continuer à en passer pour vraiment en fin de carrière, être peut-être à l'abri financièrement. Donc là aujourd'hui, effectivement, tu es combattant pro, tu viens de faire ton deuxième combat à l'UFC. Donc là, tu arrives à en vivre? Ouais, maintenant j'arrive à en vivre. Mais grâce au sponsor? Grâce au sponsor. Grâce au sponsor, et les combats, c'est ce qui me permet de mettre de côté ou d'acheter une voiture, ou voilà. Et donc l'objectif, moi je me dis que si tu es combattant à l'UFC, que tu fais, j'en sais rien, 10-12 ans à l'UFC, j'espère qu'au bout de 10-12 ans à l'UFC, tu es à l'abri du besoin. Et que tu ne sois pas en train de chercher un boulot de balayeur après ta carrière, même pour tout le respect. Oui, bien sûr, pour les balayeurs, bien entendu. Mais regarde, si je comprends bien, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des sponsors uniquement parce que tu es à l'UFC ou parce que tu as aussi une certaine visibilité et parce que tu es suivi? L'UFC m'a donné énormément de visibilité. Notamment, en fait, ce qui m'a donné beaucoup de visibilité, c'est aussi mes 2 derniers combats. Le premier, par le côté un peu bagarre, j'ai beaucoup de Brésiliens et d'Américains qui se sont mis à me suivre parce qu'ils ont beaucoup aimé. Les Brésiliens, ils ont vraiment adoré ce combat-là. On parlera de la différence du coup avec l'appréciation du public français. Alors, parce exactement. Parce que c'est un public qui connaît, un public amateur dans le sens noble. Il y a un public amateur. Ils aiment beaucoup les combats durs et où ça joue à l'émotion et tout. C'est un pays qui est chaud. Et après, le deuxième combat, là maintenant, il m'a. De par la performance qui était bonne, qui m'a permis de vraiment la prendre un meilleur clic. Et donc il faut continuer comme ça, il faut insister, continuer à travailler dur pour essayer de continuer à faire monter tout ce beau monde. Et puis si ça rend heureux certaines personnes de me voir combattre, et c'est un plaisir pour moi aussi. Bien sûr, après nous en tant que Français, on regarde ça, on se dit, c'est quoi la différence entre tu combats à l'UFC mais toujours en carte préliminaire? Déjà, pour passer sur la carte principale, c'est quoi le levier qui manque? Est-ce que c'est juste le ranking, combattre je pense que le ranking joue, et je pense aussi la notoriété, les deux, parce qu'on voit un Paddy Pimblett qui a fait une main card à son deuxième combat UFC lors du dernier fight contre les Américains ils appellent ça des nobody, même s'il n'y a pas vraiment des nobody à l'UFC, mais je veux dire contre un mec pas classé, méconnu du grand public de l'UFC. Non, ça dépend de beaucoup de paramètres.
Mais la visibilité, c'est clairement qu'autre chose quand même. Alors, je pense que pour être le main event et le co-main event, là, c'est souvent déterminé par ton classement. Oui, d'accord. Je parle juste de carte principale. Et la main card, la main card. Je pense que tout combattant qui est bien suivi peut se retrouver sur la main card dès le premier fight. D'accord. Parce que l'UFC, en fait, le main et le co-main event, c'est ce qui rapporte de la crédibilité et la crédibilité aussi à l'événement. C'est-à-dire mettre une ceinture en jeu ou mettre deux, vraiment, le niveau sportif est très élevé. Et en général, la médiatisation derrière est correcte aussi. Et après, il y a aussi les combattants médiatisés qui passent. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Parce que là, tu dis, ouais, on parle du main event, du common event. Mais si tu prends des questions, justement, petit problème de micro, on va le remettre en place. Voilà. On met de la poche. Simplement, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent en direct et pas en direct, mais on tourne avec conscience du direct. Donc, voilà, c'est ce qui est arrivé. Merci. Ouais, donc ma question, comme ça je poursuis ma question. Ma question c'est, quand tu vois un combattant comme Chimaev par exemple, même à l'époque, même lorsqu'il n'était pas, dans le cadre principal, entre guillemets, il n'était pas connu, il n'y avait pas de performance, etc. Mais tellement il y a du trash talking, tellement, tu vois, il envoie que les gens payent aussi pour le voir lui, tu vois. Donc est-ce que le fait d'être un trash talker, un gars qui dit des choses qu'on n'aime pas forcément entendre lorsqu'on est son adversaire, est-ce que tout ce bullshit, comme diraient certains… Ça joue, je pense que ça joue parce que la preuve en est mon avant-dernier adversaire, Eliseu, il était sur 7 victoires consécutives, il parlait de lui pour faire le titre. Il était 12e au classement, mais ils ne l'ont pas fait monter plus haut. Personne ne parlait de lui forcément. Il y a plusieurs profils qui pouvaient taper relativement facilement. Et en fait, ils l'ont gardé et ils m'ont fait faire prendre que des tueurs. Et, parce qu'en fait, le mec ne parle pas anglais. Il ne parle pas du tout, même. C'est un peu un ours. Et après, Dan Anderson était un peu comme ça. Il parlait pas beaucoup et au moins il était américain. Ouais, il était américain. Il y avait un côté un peu l'entrée, un peu américain dur, American flag à gogo, ça jouait un peu. Mais voilà, donc lui, ils n'ont pas réussi à le rendre bankable. Un mec comme Demian Maia, ils ont eu un peu du mal aussi à le rendre bankable pour le jeu de très grand public. Il a dû être sur 7 ou 8 ou 9 victoires de suite avant d'avoir le title shot. Donc alors Khamzat c'est un petit cas un peu particulier parce que lui il avait aussi la bouche allait aussi avec les actes et on a vu aussi pas mal de trash talkers qui au bout d'un ou deux combats se faisaient couper l'herbe sous le pied. Lui il allait quand même jusqu'à avant qu'il se fasse fermer la bouche il allait quand même jusqu'à taper le top 2. Là le dernier il a vu que merde je suis humain en fait mais avant ça son trash talking marche à la perfection. Est-ce que tu crois que c'est McGregor, parce que c'est McGregor qui a mis l'UFC là où c'est à ce niveau-là, et le MMA, la visibilité, en termes de visibilité je parle, c'est McGregor et avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire ce fameux trash talking. Est-ce que tu crois qu'à partir de ce moment-là, parce que forcément vous faites bankable, il faut avoir de la visibilité, est-ce que tu crois que l'UFC aujourd'hui, si tu veux, toi, Benoît Saint-Denis et les combattants français, vous êtes obligé de passer par là pour être bankable, pour être mis en avant pour avoir des combats? Pas forcément parce que ce n'est pas McGregor qui veut. McGregor, c'est un cas sur tous les 10 ans à l'UFC. C'est-à-dire le mec a eu pendant une petite période de grâce les actes qui allaient avec les paroles. C'est-à-dire que c'était un super trash talker avec une communauté super forte derrière lui, avec des performances incroyables. Et la combinaison des trois jusqu'à la ceinture des 70 kilos a fait qu'en fait, il était presque à un moment donné, il était sur un nuage, il était intouchable. Est-ce que c'est pas l'UFC qui a aussi créé un peu la légende parce qu'il savait que, mais lui, la communauté irlandaise, il a bien rendu à l'UFC. Il a bien rendu à l'UFC derrière. C'est-à-dire que c'était mutuel. Bien sûr qu'ils m'ont mis plutôt des adversaires à sa mesure, jusqu'à Mendes, qui était quand même un peu un fight tricky pour McGregor. Et l'UFC s'est dit putain. Et au début, ils l'ont un peu testé parce qu'ils n'ont pas mis des mecs si faciles que ça. Et puis, c'est passé. Donc, ils ont commencé à trouver des profils adéquats mais durs. Et ça passait. Et c'est pour ça que l'histoire est belle et qu'il a créé une légende qui est encore aujourd'hui un peu vivante parce qu'il a eu un peu comme Mohamed Ali à l'époque avec la boxe, c'est-à-dire les actes qu'elle avec les paroles. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est une fois même c'est plus que tous les 10 ans. Ça arrive assez rarement. Et les gens aiment ça.
Parce que des champions de ce niveau-là, il y en a régulièrement. Oui. Mais des champions de ce niveau-là avec ce trash talking qui font chaud. Et ils font leur légende, ils créent leur légende comme ça. Ali, moi, tout le monde parle de Mohamed Ali. Pour moi, Tyson est un plus grand champion que Ali. C'est juste que. Alors, je sais qu'il y en a qui vont faire le débat. Ali, mais... Allez, on lance le débat. Mais Tyson, entre ses 20 et ses 26 ans, pour moi, c'était le meilleur de tous les temps, en boxe anglaise, je parle, en polo. Oui, bien sûr. Et il y en a eu d'autres un peu dans ce style-là. Là, aujourd'hui, on voit un Tyson Fury incroyable. Et Mohamed Ali était incroyable aussi. Il a fait partie des meilleurs de sa génération. Mais je veux dire, il y a eu quand même des vrais challenges à son époque, à son meilleur niveau. Comme Foreman, comme etc. Exactement. Et Frazier, qu'il n'arrivait pas à battre. Et pas que. Mais comme c'est l'inventeur du trash talk, Ali, et que non seulement c'est un peu c'est pas l'inventeur, mais c'est le premier à l'avoir vraiment popularisé à ce niveau-là de la compétition. Il avait le micro, le premier à avoir fait un trash talking à ce niveau-là de la compétition. Il l'a politisé. Avec des actes au niveau de la compétition que c'était exprès, c'était lui. Et ça a créé en fait le type de combattant que les gens veulent depuis un siècle. Là où je te rejoins sur Mohamed Ali et si on fait en comparaison avec d'autres boxeurs, pour moi, tu ne peux être que le meilleur, et peu importe le sport de combat que tu fais. Peu importe si tu es champion depuis 10 ans, en face, tu n'as personne. Ok, tu es le champion, mais maintenant, quand tu as combattu des tops de chez top, tu as la chance. Si on compare aujourd'hui par exemple au foot, tu es tombé au même moment que Cristiano Ronaldo et Messi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, tu es champion hors norme. À l'époque de Mohamed Ali, c'était le cas. À l'époque de Tyson, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Aujourd'hui, à l'époque de notre cher ami Fury, Tyson Fury, c'est pareil. Il a fait une trilogie magnifique. Moi, j'aurais bien aimé le voir contre Usyk quand même, qui à mes yeux peut, même si je ne suis pas sûr qu'il passe, mais Usyk c'est tellement un bon travail il peut surprendre. Il est fan de boxe, pas que de MMA. J'aime bien Usyk. Et il y a, moi, celui que j'adore, qui est incroyable, c'est parce que il est invaincu, mais il a failli se faire KO'ter 10 fois en carrière, c'est Rocky Marciano. Ah oui, Rocky Marciano. Nom, et il a battu des noms incroyables. Pour le gabarit en plus. Et pour le gabarit. Il hein. était souvent le plus léger des deux et surtout. Et plus petit. Il s'en est tiré invaincu. Mais quand on regarde dans sa carrière, il a fait plusieurs. Retour au tapis, et il est revenu au 12e, 15e round à l'époque. À l'époque, c'était 15 rounds. Et le nombre de combats. Si on va commencer par les box, les gars. Je le dis, là, c'est parti. On fait qu'on discute après. On fera une spéciale box avec Benoît Samedi. Pour enchaîner, du coup, nous, on a l'impression qu'en France, du coup, on n'a pas choisi d'autres camps en fait. Donc, il y a les stars montées de toutes pièces par l'UFC, pas Deep Impact, des choses comme ça, qui sont vraiment propulsées. Il y a les trash talkers américains, comme tu l'as dit avec Covington. Nous, en France, quelle est la voie pour y arriver? Parce que je pense que si tu veux arriver à la top de l'UFC, forcément, il faut passer par ce côté marketable. Je pense que déjà, parler anglais, je conseille à tous les combattants en France, particulièrement, c'est pas l'accent numéro 1 à mettre, mais arriver à un certain niveau, si tu ne parles pas anglais, je pense que c'est un problème. Il faut parler anglais. Que ce soit au Bellator, toutes ces organisations-là. Même au niveau du Bellator, il faut parler anglais. Cage Warrior. Et je pense qu'il faut créer quand même un personnage. D'accord. Avoir une certaine aura autour de toi, il faut créer quelque chose, il faut créer une histoire, quelque chose. Et bien sûr, arriver à un certain niveau, quand tu sens, quand tu as la dalle, quand tu as faim, si tu sens que l'UFC est un peu hésitante à miser sur toi, il va falloir peut-être un peu se casser la voie. Mais forcer le trait, tout vient en temps voulu. On va parler du côté négatif parce que bien sûr, effectivement, la médiatisation, ça t'apporte aussi des choses négatives. Moi, j'ai une question, c'est comment tu gères justement les haineux sur les réseaux? Parce que forcément, tu es obligé d'être présent sur les réseaux aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est toi qui gères tes propres réseaux sociaux? Oui, moi et ma femme. Ok. C'est assez simple, en fait, il faut les ignorer totalement et pas leur accorder d'importance parce que c'est du parasitage en fait. C'est compliqué quand tu es un jeune combattant et que tu te fais critiquer sur un combat. Mais surtout que c'est souvent sans raison. Alors des fois ça peut avoir des raisons. Tu peux faire, par exemple, il y a un combattant que j'aime bien parce que je me suis entraîné un peu avec lui de temps en temps, Mohamed Bayou. Mais le problème, il s'est mis dans la merde tout seul parce qu'il avait fait une telle conférence de presse, une telle sortie. Que en fait tout le monde lui est tombé dessus derrière. Je trouve pas ça normal de tomber à ce point-là sur un jeune comme ça. Il faut il est jeune, il a perdu. Jeune et puis surtout
une erreur d'immaturité comme ça ne devrait pas te coûter. Tu parles du combat à l'Ares? Oui, à l'Ares. Parce que tout le monde a repassé. Comme quoi l'Ares a quand même un peu de visibilité, mais parce que même moi, je suis un peu le MMA, mais je ne regarde pas un peu toutes les stories. Oui. Et je suis tombé sur cette story où on va sortir en mode Charles Oliveira ou je sais pas, ou Connor. Et après, il a joué un personnage et derrière la ouais, dès le premier combat, c'est pas la priorité. C'est pour ça que je dis à l'autre chose, c'est pas la priorité. Mais il faut ignorer, voilà, les haters, il faut ignorer, il faut faire son truc. Si tu es chaud pour faire du trash talk dès ton premier combat, mais par contre, il va falloir assumer, c'est là que c'est dur. C'est pour ça que moi je dis, vous ne mettez pas une pression inutile, jeune combattant, allez jusqu'à 5-6-0 ou 5-6-1 ou 5-6-2. Oui, mais des fois, même quand tu as 5-6-0, tu vas avoir des critiques en disant tu prends des combats faciles, tu prends… Mais ces critiques-là, il faut les ignorer, il faut continuer à avancer. Et par contre, il faut de l'activité. Pour faire taire les haineux comme ça, si tu fais ton métier et que tu es actif, c'est pour ça que moi j'aime combattre régulièrement, c'est que dès que tu as un combat qui est annoncé et que tu avances dans ta carrière, en fait, boum, les résultats s'enchaînent. Regarde, toi, parce qu'on a entendu dire que le combat que tu faisais, tu prenais un gars qui était inconnu. Grosso modo, si tu le battais, c'était normal. S'il gagnait, tu avais tout à perdre. Quand tu entends ça, toi, comment tu le prends? Non, c'est pas grave, c'est pareil, c'est de la critique. En fait, il ne faut même pas le calculer. Alors, ce qui est difficile, c'est que ça te met toujours un peu inconsciemment un petit peu de pression sur les épaules. Mais il ne faut pas le calculer. Ce mec-là, il a fallu KO'ter Ramzan Emeev qui a 4 ou 5 victoires à l'UFC avec un joli genou en fin de premier round. Je suis le premier à l'avoir soumis. J'ai fait KO'ter une fois, soumettre une fois. Voilà. Je fais partie des 2 seuls mecs à l'avoir soumis. Il était déjà là à l'UFC. Voilà, il ne s'est pas fait finir à son premier combat à l'UFC contre un top 30 welterweight. Donc voilà, le mec est pas… tu n'arrives jamais à l'UFC par hasard. Après, bien sûr, il y a des top à l'UFC et des moins top. Mais en général, quand tu viens rentrer à l'UFC, tu n'affrontes pas du top 15 tout de suite. Bon, ça arrive, hein, mais normalement, ce n'est pas censé arriver. Normalement, c'est pas censé arriver, donc tu dois… Oui, bien sûr. Voilà. Juste avant, parce que justement, pour revenir encore sur ce qui se peut dire sur les réseaux, entre guillemets, tu as un tatouage, on ne voit… Tu en as plusieurs d'ailleurs. Là, tu as un tatouage qui est japonisant. Ouais. Bah, ça, c'est le symbole de… C'est le symbole de Masterless, qui est le club de mon coach Christophe Savoca. Et c'est lui qui m'a remis à la compétition, qui m'a redonné goût à la compétition. Et c'est le monsieur qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, dans ce bar avec vous. Merci Christophe. T'as une dague au niveau du triceps. Et donc ça, c'est le symbole du régiment où j'ai servi en tant que force spéciale à Bayonne. Et enfin j'ai une croix de Malte, donc une croix chrétienne, rouge, avec le sigle des Templiers tout autour. Tout simplement parce que mon groupe a fait la protection de François Hollande, qui était quand même une personnalité importante à cette époque-là, parce qu'il était président de la République. Et en fait, les Templiers, il faut savoir que ils ont participé aux croisades comme tous les chrétiens à l'époque. Les croisés, même le gueux paysan du coin, a des fois été pris pour aller faire la croisade. Mais à la base, l'ordre des Templiers, c'était un ordre de moines guerriers qui a été créé pour assurer la protection des pèlerins qui faisaient l'Europe à Jérusalem. Et donc, le côté protection et garde, notamment du président de la République, par mon groupe, par le groupe à lequel j'ai appartenu, fait que ça m'a donné envie. Moi, je rentrais d'Australie à cette époque-là. Je me suis dit, putain, ça c'était une belle mission. Petit clin d'œil, je voulais faire un truc et je me suis dit, ça me plaît, cette idée-là, elle me plaît. Et le fait de faire… donc ça m'a plu et j'ai fait ça. Grosso modo, là, tes tatouages représentent simplement des parties de ta vie de jeune adulte, qui concernent quand même le sport de combat. Soit des choses pour lesquelles je suis fier. En fait, tout simplement, un symbole, le symbole de ma religion, la croix, une croix de Malte, la Daxas et le symbole créé par Christophe Savoca de Masterless. Tu peux être brésilien là, grosso modo, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oui. Parce que là, les Brésiliens sont… les Brésiliens, des croix et des symboles latins, ils en ont un peu partout sur le corps. C'est quoi le prochain du coup? Le prochain tatouage, je sais pas. Franchement, à un moment donné, je me suis tâté pour l'oriflamme.
C'est un drapeau de parisien. Mais je sais pas, je vais voir. Franchement, en fait, le problème, c'est que le tatouage, c'est bizarre. C'est que quand tu commences à en faire un, t'enchaînes, t'as pas envie d'arrêter. Et dès que tu marques une grosse pause, t'as pas envie forcément d'y retourner parce que tu te dis là, si j'en refais un, ça va repartir dans ça va repartir. Est-ce qu'on peut encore avoir une petite question encore? On a encore une ou deux, allez. Une ou deux, d'accord. Revenons à l'UFC, revenons à ta catégorie. Est-ce que le style de ta catégorie, parce que c'est une catégorie très spéciale, moins 70 kg, les chats maigres, on dirait ça à l'armée, grosso modo, 70 kg, donc cette catégorie reine, c'est celle où on envoie du lourd. C'est vraiment là où il y a des tueurs. Avant, on était sur du striking, donc c'était à l'époque McGregor. Après, on est passé chez Khabib. Aujourd'hui, Oliveira continue dans ce style-là, c'est-à-dire qu'on est plus sur de la lutte et du sol surtout, avec Oliveira maintenant. Est-ce que toi, tu t'inscris là-dedans? Ou est-ce que tu viens avec ton propre style et tu viens révolutionner. Voilà, c'est ce que je veux. Voilà. Tu vas révolutionner le game avec un. Non, moi j'ai mon style à moi qui est. Si vous avez suivi mes combats, vous continuez. Vous savez que j'aime imposer ma pression et essayer de dominer par tous les moyens possibles. Et donc, je vais continuer. La pression. La pression, voilà. Mon style, ça se résume par ce mot-là, la pression. Et j'espère pouvoir continuer à la mettre à un maximum de monde et réussir à aller le plus loin possible avec ça. Tu te dis pas aujourd'hui c'est la lutte, c'est les Tchétchènes qui dominent la lutte, on est sur ça, plus les transitions au sol. Je pense qu'il faut être à un tel niveau que tu peux rivaliser, pas forcément battre, mais rivaliser n'importe qui dans son style. Et que le fait que tu aies 2-3 atouts en plus fait que par contre c'est toi qui vas lui mettre la pression et à un moment donné prendre l'avantage. Tout simplement. Top. On aura 10 000 questions encore à te poser, tu sais bien. C'est gentil. C'est compté. Merci beaucoup Benoît d'avoir fait le déplacement, d'avoir passé tout ce temps avec nous. Merci. Suivez parce qu'on a fait plein de formats avec Benoît, c'est super sympa. Encore gentil. Un grand merci à toi. Merci. Grosse carrière à l'UFC. On essaie de se voir très bientôt. Merci beaucoup. Bientôt à la bagarre. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe La Bagarre. Os. Ça tient. Ça a été les gars. Super.